Aujourd'hui, on vous fait voyager à travers la ville et même au-delà. Au programme, une exposition, des bonnes adresses pour se restaurer, une péniche pour se rafraîchir, une île privée à seulement 10 minutes de Montréal et on découvre la ville depuis les airs. Bienvenue à Ma Curiosité. Soyez les bienvenus à Ma Curiosité, une émission imaginée par des bénévoles. Notre mission, vous informer et vous divertir avec les curiosités de Montréal. Pour commencer, on rejoint notre reporter Jamila à l'écomusée du Fier-Monde pour l'exposition « Nourrir le quartier, nourrir la ville ». L'écomusée nous propose aujourd'hui une nouvelle exposition sur l'alimentation, intitulée « Nourrir le quartier, nourrir la ville ». Bonjour, Monsieur Géroux. Bonjour. Vous êtes le commissaire de l'exposition « Nourrir le quartier, nourrir la ville ». C'est bien ça? Oui. Ben, quand j'ai visité cette exposition, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est quelle est la particularité de cette exposition? En fait, nous, ce qu'on souhaitait faire, c'est aborder l'évolution des enjeux liés à l'alimentation dans un quartier précis de Montréal, le centre-sud dans lequel on se trouve. Et pour nous, c'est un quartier intéressant parce que c'est un des plus anciens et c'est un témoin privilégié aussi des grandes transformations qui vont toucher la ville. Alors ici, on insiste surtout sur les marchés publics. Alors, ça a été des lieux importants à Montréal, ça l'est encore aujourd'hui. Mais, par exemple, ici, la photo du marché Bon Secours. Alors, le marché Bon Secours, le bâtiment existe toujours aujourd'hui. Ça a été longtemps le marché central de Montréal. C'est-à-dire que c'est là que les petits épiciers allaient s'approvisionner pour mettre ça sur leurs étagères par la suite. Des images également de la construction du marché Saint-Jacques qui est juste devant ici. C'est des images assez intéressantes. Oui. Et une très belle carte ici des années 40 qui témoigne du développement urbain de l'époque qui était encore assez modeste. Mais surtout, on aperçoit dans le paysage autour de l'île toutes sortes de lieux d'approvisionnement, de production maraîchère. On voit des bouteilles de lait, on voit des pommes, on voit des légumes racines. Alors on sait à peu près d'où venaient les produits qui étaient vendus à Montréal à cette époque-là. Alors, la transformation alimentaire, ça touchait des secteurs essentiels comme le lait, le pain, la viande, mais aussi des secteurs qui sont devenus un petit peu plus liés au plaisir et à la gourmandise. Puis ici, on aborde ces thématiques-là. On appelle ça se sucrer le bec. Alors, c'est des usines de biscuits qu'on retrouvait dans le quartier, usines de chocolat. Une usine importante, le Rassocor, était installée dans le quartier ici aussi pendant de nombreuses années. Alors, ça amenait toutes sortes d'emballages différents également, avec beaucoup de couleurs. Nourrir le quartier, nourrir la ville, ça veut aussi dire des infrastructures pour amener des aliments, pour amener des matières premières à transformer dans la ville. Alors, le port de Montréal a été un élément important. Je vois le port. Le port. Là, ça veut dire vraiment on rentre dans l'ère de la mondialisation. Exactement, exactement. Avec beaucoup d'infrastructures adaptées, comme par exemple le grand entrepôt frigorifique qu'on aperçoit sur la photo du bas. À l'époque où il a ouvert ses portes en 1920, c'était le plus grand au monde. Alors, ça nous donne une idée de l'envergure qu'avait le port de Montréal aussi. On a mis un réservoir de mélasse ici pour faire un clin d'œil au nom du quartier, parce que le quartier a également porté le nom de Faubourg-Amelas, en raison de la présence de ces réservoirs-là qui étaient ici. Ensuite de ça, on s'intéresse aux acteurs, à ceux qui importaient et qui étaient les grossistes. Oui. Donc, un certain nombre de grossistes qui étaient surtout installés dans le Vieux-Montréal, qui se spécialisaient dans toutes sortes de produits d'épicerie. On ne pourrait pas parler d'alimentation sans aborder le contexte contemporain. Parce que le quartier, encore aujourd'hui, est animé de toutes sortes d'initiatives liées à l'alimentation. Beaucoup d'initiatives citoyennes, c'est-à-dire la mise sur pied de marchés publics comme le marché solidaire Frontenac. Et finalement, on termine avec quelque chose d'un peu plus impressionniste, c'est-à-dire le repas lui-même. Parce que là, on s'est intéressé à toutes les étapes qui amènent les aliments, qui les préparent. Ce que je vois, oui. Pour arriver sur la table. Et là, différents contextes de repas, par exemple, les repas en institution, les repas au travail, les repas dans les restaurants, les repas à la maison. Et aussi l'aide. On voit quelques représentations des soupes populaires qui étaient dirigées par les Sœurs de la Providence dans le quartier. Le repas comme élément festif aussi. N'hésitez pas à venir visiter l'exposition. Elle est là jusqu'en février 2018.
Vous aussi, vous vous posez souvent cette question. Notre chroniqueuse Roxane est là pour y répondre. Bonjour Roxane. Bonjour Carla. Aujourd'hui, je vous présente Montréal sous un nouveau jour, celui de la gastronomie. On sait que Montréal regorge de beaucoup en matière de restauration. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui des événements et des applications afin de découvrir cette facette gourmande sans s'y perdre. Alors, commençons par les événements. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? À l'année longue, Montréal offre beaucoup d'événements, mais je vous présente en hiver justement Montréal en lumière, qui est souvent reconnu pour ses performances musicales, de la danse, du théâtre. Mais le festival offre aussi des ateliers gourmands. Moi, je ne savais pas ça personnellement. C'est très intéressant. Puis depuis la première édition, en février 2000, on a reçu plus de 500 spécialistes en la matière, donc des chefs, des vignerons, des conférenciers, qui sont venus ici pour partager leur savoir durant le festival Montréal en lumière. Et tout au long de l'année, à tous les grands festivals, comme les Francopholies ou le Festival du Jazz, on remarque que la cuisine de rue ou la cuisine locale est toujours mise en avant. C'est vrai que durant la saison estivale, il y a beaucoup d'événements à Montréal, soit des ventes trottoirs ou le festival de jazz, comme tu as dit, et les camions de rue prennent vraiment d'assaut la ville. Mais j'ai trouvé un festival plutôt méconnu et très unique en son genre durant l'été à Montréal. Ah bon? Un festival méconnu? Alors comment il s'appelle? Ça s'appelle le Goût des Caraïbes et ça se déroule au Vieux-Port de Montréal au mois de juin habituellement. Et puis cette année, cet événement, qui est un événement entier incontournable au Québec, est parrainé par Bruni Surin et la mixologue Gabrielle Panacchio. La mixe quoi? la mixologue Gabrielle Panacchio, qui est en fait une mixologue, c'est quelqu'un qui pratique l'art de faire des cocktails, donc la mixologie. Un art que j'adore. Oui, exactement. Je pense qu'on aime tout ça, la mixologie. Mais en fait, durant ce festin exotique des sens, qui dure durant 5 jours, on retrouve justement des démonstrations de chefs et de mixologues et des performances musicales. Pour ceux qui sont curieux à la maison, vous pouvez aller voir sur le site, soyez juste pas surpris, ça s'appelle Taste of the Caribbean, le site Internet. Et d'un autre côté, est-ce qu'il existe un festival qui serait spécialement dédié à la gastronomie québécoise? En septembre, depuis maintenant 2014, donc ça fait quelques années, le festival You'll Eat prend place à Montréal. Depuis les dernières années, ça s'est déroulé au quai de l'Horloge dans le Vieux-Port, dû à sa grande popularité. Et pourquoi ça s'appelle You'll Eat comme l'aéroport You'll, en fait? Justement, comme tu as dit, le You'll, c'est pour le sigle de l'aéroport international de Montréal. Mais l'acronyme EAT veut dire expérience, appétit et terroir. Donc, durant ces 3 journées-là, une vingtaine de kiosques viennent s'établir sur le quai de l'Horloge à Montréal et on y retrouve des chefs, des agriculteurs, des producteurs artisanaux qui viennent justement rassembler le public autour de l'art culinaire et les saveurs locales. Et tu as aussi dit que tu allais nous parler d'applications, alors dis-moi que tu as des bonnes applications à nous partager pour connaître les restaurants. Oui, j'ai 2 applications à vous partager. La première se nomme Street Food Quest. En fait, comment ça marche? C'est pour les tablettes autant que les téléphones et sur le site Internet. C'est sous forme de carte géographique. Donc, comment ça marche? On y va. On y retrouve tous les camions de rue à Montréal qui sont ouverts au moment où on se parle et leur emplacement, ainsi que le menu qu'ils offrent. Mais alors, en hiver, ça marche aussi? Oui, parce qu'on retrouve aussi les comptoirs rapides, donc tout ce qui est par rapport à la nourriture de Montréal, la nourriture locale. Et la seconde application, c'est quoi? Cette application-là, c'est vraiment mon coup de cœur d'aujourd'hui. Ça s'appelle Où est-ce qu'on va? Et elle permet de nous trouver des restaurants par rapport à notre mood du moment. Et en fait, c'est notre état d'esprit, comment on se sent, c'est quoi notre objectif en allant à un restaurant. Ça veut dire que si ce soir, j'ai envie d'aller dîner avec un nouveau garçon que j'ai un peu envie de draguer, je vais trouver un restaurant exactement pour ça? Oui, exactement. Donc, on va dans les moods, puis il va y avoir justement celui Rancor Galant. Puis là, il va nous proposer les restaurants auxquels on pourrait aller. Et si je suis très énervée, tu vas me dire qu'il y a aussi un truc où je clique et il y a écrit « très énervé ». Je pense pas que le mood énervé existe, mais certainement, tu vas trouver un mood qui se rattache à être énervé. Et selon toi, pour toi, quel est ton événement préféré au niveau de la cuisine? Lequel on ne doit pas rater? Je pense que You'll Eat est vraiment un événement qu'on ne doit pas rater parce que, justement, ça met en lumière les chefs locaux, les agriculteurs, les producteurs. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel on devrait assister. Et aussi, en hiver comme en été, on peut aller partout. Il y aura toujours des événements qui vont promouvoir la cuisine canadienne, québécoise. Les camions de rue, justement, c'est pas seulement durant les événements, mais à l'année longue qui sont ouverts. Donc, on sait qu'il y a les premiers vendredis au Parc olympique qui ont lieu à chaque premier vendredi du mois. Toute l'année? Non, ça, c'est durant la saison estivale, par contre. Ouais. Et donc, pendant l'hiver, il y a quand même beaucoup moins de choses. Oui, mais quand même, Montréal en lumière regroupe beaucoup d'ateliers gourmands. Donc, je pense que... Donc, pour les gourmands, il faut qu'ils assistent à Montréal en lumière pour connaître la bonne nourriture qui se fait ici. Puis aussi, la prochaine édition, vu que c'est le 375e, je pense qu'on a mis les bouchées doubles pour
l'organisation de l'événement. Donc, c'est à ne pas manquer. Excusez-moi. On adore le 375e anniversaire de Montréal. Tout c'est super cette année. Oui, exactement. Il y a des événements vraiment à l'année longue avec le 375e. Pardon. Merci beaucoup, Roxane, Merci pour cette chronique qui nous a donné très faim. Trouver une capsule temporelle, c'est comme un peu trouver un trésor. Sur l'île de Montréal, on en retrouve plusieurs, tous destinés aux générations futures montréalaises. Qu'est-ce qu'une capsule temporelle? C'est une boîte scellée dans laquelle on dépose des objets marquant l'époque de son enfouissement. En août 1926, lors de la construction du pont Jacques-Cartier, a été déposée dans un pilier au coin de la rue Notre-Dame et de l'ancienne station de pompage Greg, une capsule temporelle contenant 59 objets. Parmi ces objets, on retrouve des journaux, des pièces de monnaie, un plan de la ville de Montréal, une carte géographique du Canada et même des photos aériennes du port de Montréal. Son ouverture n'aura lieu que lors de la démolition du pont. Vous l'ignorez sûrement, mais sous la croix du Mont-Royal, on retrouve une plaque indiquant l'emplacement d'une capsule temporelle. C'est en 1992, lors du 350e anniversaire de Montréal, qu'elle a été enterrée. Elle contient 350 lettres et dessins d'enfants décrivant leur vision future de la ville. Sa date d'ouverture est prévue le 17 mai 2142, lors du 500e anniversaire de Montréal. Au planétarium Rio Tinto Alcan se cache depuis 2015 une capsule temporelle dans l'ancien projecteur d'étoiles. Elle contient 25 lettres sélectionnées d'élèves de 6e année répondant à la question « Comment la vie sera-t-elle en 2050 ?» Également, on retrouve plusieurs objets représentatifs du planétarium, tels qu'un uniforme d'animateur, un compteur manuel et même un peu de mousse provenant du toit vert de l'édifice. Elle y sera conservée jusqu'en 2050, année de son ouverture. Même le métro de Montréal a sa propre capsule temporelle. Son ouverture est prévue lors de son 75e anniversaire. Maintenant, pourquoi ne pas créer votre propre capsule temporelle que votre descendance ouvrira dans 50 ans? Maintenant, direction le quai Atwater, où on retrouve notre reporter Charlotte sur une charmante péniche ou aussi un lieu propice où aller boire des verres entre amis. Moussaillons, bienvenue à bord. Vous êtes sur le tout premier café flottant de Montréal. Cap sur le Canal Lounge. Gurvan Bartolo, bonjour. Vous êtes le copropriétaire du Canal Lounge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce concept original? Le concept vient d'Europe. Disons que moi, j'étais agent de bord pendant assez longtemps et j'ai voulu apporter le concept ici à Montréal. Et par chance, mon conjoint il a trouvé le bateau sur Internet, sur Kijiji, par hasard. Et puis, on a eu l'idée. C'était un coup de cœur quand on a vu le bateau. Il était complètement à l'abandon. Et on l'a refait de A à Z. Comment vous est venue l'idée finalement de transformer un bateau en pub? C'est vraiment le bateau qui est venu à nous comme ça. Quand on l'a trouvé, ça nous a pris un an avant de dire oui à la marina où on l'a acheté. Parce qu'au début, on se disait, bon, non, peut-être ça va pas marcher, peut-être que non. Finalement, le bateau, il est toujours là quand on est retourné un an plus tard. C'est comme s'il nous attendait. Personne n'était intéressé au bateau, il n'y avait pas d'idée. C'est vraiment le bateau qui nous a interpellés. Quelle est la particularité de ce bateau-mouche? C'est un des rares bateaux-mouches au Canada. Il a été construit à Toronto en 71. Et donc, c'était un bateau fait exactement pour le canal. Il passe juste sous les ponts du canal. À fond plat, il ne bouge pas et puis c'est parfait justement pour ce genre d'activité. On est situé au marché Atwater, derrière le marché aux fleurs, sur le canal. On trouve très bien le pont piétonnier qui traverse le canal. On est juste là avec la passerelle qui descend au quai. Ça s'appelle le quai Atwater, du marché Atwater. On est ouvert avec la saison du canal, donc le canal ouvre le 20 mai et va fermer cette année le 9 octobre. Qu'est-ce que vous proposez sur ce bateau? Qu'est-ce qu'on peut retrouver à la carte? Est-ce qu'il y a un menu spécifique?
Alors, c'est à vrai dire assez simple. Le bateau est assez restreint dans sa capacité. Donc, on offre vraiment des produits d'été. On a une spécialité, c'est la Tinto de Verano. C'est une sangria faite maison, une des premières originales, disons, de Séville. Et on a des cocktails, des cafés, des thés. Et il y a une petite cuisinette dans le bateau. Il n'y a pas vraiment de cuisine, donc on ne peut pas offrir à manger. Mais on a quand même une boîte de tapenade qu'on appelle. C'est un plateau pour deux. Et on retrouve 3 tapenades, des saucissons, du fromage, des craquelins. On a pris notre expérience d'agent de bord, tous les deux. Et puis on a créé le plateau tapenade comme dans la première classe d'un avion. Donc on fait les assiettes déjà d'avance, comme un chef qui fait dans les cuisines d'avion. On les enveloppe, on les met dans le frigidaire pour la journée. C'est dans des petits pots aussi, toutes fermées. Et quand quelqu'un nous demande l'assiette, on a juste à prendre et à monter, si tu veux, le plateau comme à la façon de l'avion. Le bateau peut accueillir, avec équipage, 50 personnes maximum. Le bateau change de lui-même, il se métamorphose. Le jour, on voit vraiment l'extérieur comme ça, on est bien, on voit les bateaux qui passent. Puis le soir, tout à coup, il y a une transformation du bateau. Il s'éclaire, il s'illumine, le plafond change de couleur, les pots changent de couleur. Il se ferme de lui-même avec la nuitée. Et c'est assez magique, c'est très très beau. Ça fait un endroit très cosy, très cocooning à l'intérieur. C'est le premier comme ça à Montréal. C'est le seul? C'est le seul. Et on peut rentrer dans le bateau à sa guise, on s'assoit où on veut, il y a 100 réservations, on ne privatise pas non plus, on veut qu'il soit ouvert à toute la population. Pour la première fois, n'importe qui peut rentrer sur le bateau, s'asseoir, avoir un café, une bonne bière, puis relaxer. Dans cette émission, on aime vous faire voyager. Cette fois-ci, on part avec notre reporter Elvis sur une île privée à 10 minutes de Montréal pour des réceptions et des événements de rêve. Saviez-vous qu'il y a une très belle façon de mieux découvrir le fleuve Saint-Laurent? Aujourd'hui, à MaTV, nous allons vous parler de l'organisation NAVAC en général et mieux vous faire découvrir leur île privée située au cœur du fleuve Saint-Laurent. Pourquoi NAVAC? Nous, à la base, on a voulu créer une entreprise pour faire découvrir le fleuve et basé vraiment dans le secteur de Montréal. Donc, un NAVAC, c'est vraiment un commandant d'une flotte de navires et puis on a dit on va l'adapter au goût du jour avec un K. Nous, on a une flotte de 12 bateaux basés dans la région de Montréal, donc vraiment entre Sorel et Valleyfield. Et puis, c'est vrai qu'on va offrir différents axes. Effectivement, le transport en commun, donc vraiment les services de navettes fluviales, piétons, cyclistes, donner des accès à des lieux qui n'ont pas vraiment de route. Donc, les accès entre, par exemple, les îles de Boucherville, des accès entre Varennes et Repentigny. Donc, tous des lieux un petit peu qu'on a à découvrir. Et on offre évidemment un volet de croisière privée. Donc, c'est les gens qui peuvent noliser des bateaux pour des activités en groupe. Et de plus en plus des croisières publiques, on pourrait dire, où les gens se présentent de façon individuelle pour profiter du fleuve à ce moment-là sur différents thèmes. C'est quoi le secret caché de cette belle organisation? Depuis les années, c'est vraiment le côté bouche à oreille qui a pris place chez nous. On a fait différentes activités, on a touché différents groupes et tous ces groupes-là, petit à petit, nous connaissent et partagent le mot. Chez nous, vous allez être en contact très humain et puis notre slogan, c'est vraiment « Un fleuve, un monde » et de faire naviguer les gens. Donc, on ne veut pas que les gens soient seulement à bord d'un bateau et qu'ils se réalisent même pas que le bateau bouge. On veut vraiment qu'ils profitent du fleuve et qu'ils soient en contact avec l'eau dans la grande région de la métropole. On a des embarcations de différentes tailles, donc des bateaux qui peuvent prendre des groupes jusqu'à 12 personnes, des groupes jusqu'à 20, 50 passagers, 100 passagers, jusqu'à 200 passagers. De plus en plus, là, la demande se fait sur un plus long terme. On est déjà regardé présentement les mariages de 2018, évidemment, et les corporatifs de 2019. Ceux qui ont des événements vraiment particuliers, des anniversaires d'entreprise. Donc, on est rendu déjà à travailler les 2 prochaines saisons. Là.
Les embarcations sont toutes adaptées pour la météo ici, donc pour les plans d'eau, est à l'abri, de façon confortable. Donc tout a été mis en place pour que ce soit une belle activité pour tous, quelle que soit la météo. Tous les bateaux sont certifiés par Transport Canada, donc je dirais un peu partout, comme au Québec, tout est bien régi au niveau de la sécurité là, pour les passagers, puis ainsi de suite. Donc les gens peuvent partir la tête en paix, c'est certain. La saison de navigation, là, où est-ce qu'il y a un attrait plus touristique et ludique, c'est vraiment là, de la mi-mai à la mi-septembre. Mais nous, on navigue présentement là, du début avril jusqu'à la mi-décembre pour d'autres projets, puis d'autres activités, des fois un peu plus commerciales. Exemple de la publicité, des tournages, des choses comme ça. Donc, les bateaux sont disponibles pour toutes ces périodes-là. Merci, M. Normand. Ça fait bien plaisir, puis merci, puis allons en balade un peu ensemble. L'eau, la source de vie, c'était le reportage sur l'organisation NAVAC. Visitez leur site Internet. Pour finir, on vous fait découvrir des paysages de Montréal que peut-être vous avez manqué. Notre chroniqueur Simon est là avec nous pour nous faire voyager, cette fois-ci, dans la ville. Bonjour Simon. Bonjour Carla. J'ai entendu dire que tu avais dû gravir des tours et des sommets pour cette chronique. Je vois que tu es très bien informé. Toujours. Je commence avec la Tour de Montréal, mieux connue sous le nom de Tour du Stade olympique. Alors, cette tour est située au métro Villot, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est ouvert dès 10 h le matin. Toute l'année? Toute l'année. En fait, il y a quelques semaines où ça peut être fermé pour de l'entretien. Donc, on invite les gens à toujours vérifier avant de se présenter. Donc, cette tour, c'est la plus haute tour inclinée du monde. Elle culmine à 165 mètres du sol, quand même, et a un angle de 45 degrés. Donc, pour accéder à son sommet, c'est 2 minutes dans un funiculaire sur 2 étages. 2 minutes, ça va très, très, très rapidement. Donc, 50 personnes peuvent prendre place. C'est un funiculaire qui est le seul sur une structure courbée. Donc, pendant la montée, on a une vue absolument spectaculaire sur l'est de Montréal. Rendu en haut, et bien là, on peut voir jusqu'à 80 km. Par un temps clair et dégagé, on voit jusqu'à 80 km de... Donc, on voit même après Montréal. Ah oui, on voit le Montréal, la rive-sud, c'est très, très long. Et c'est tellement intéressant que le guide Michelin a donné 3 étoiles pour la Tour de Montréal. Alors, si on vient visiter Montréal, il faut impérativement monter. C'est un incontournable, absolument. Et par exemple, le belvédère du Mont-Royal, on voit moins loin? Ah, là, tu me parles du belvédère Kondiaronk. Non, je te parle du belvédère du Mont-Royal. Oui, mais on parle de la même chose. Ah bon? En fait, ce belvédère est connu comme étant... En fait, il est très connu comme belvédère du Mont-Royal, mais son vrai nom, c'est le belvédère Kondiaronk, en l'honneur d'un chef autochtone qui a signé la Grande Paix de 1701. Donc, c'était quand même... On parle ici de vision et on parle de vue, donc c'est un visionnaire. Donc, on a honoré sa mémoire en nommant le belvédère en son nom. Pour les personnes intéressées, il y a dans le site Internet du Mont-Royal vraiment beaucoup de détails. C'est vraiment très intéressant. Et on peut y accéder à pied, en vélo, en voiture? Écoute, en plus que c'est gratuit pour le belvédère. Toujours gratuit. Donc, dès 8 h le matin, c'est accessible. Alors, on peut y aller. Les gens y vont 12 mois par année, l'été, l'hiver. C'est vraiment intéressant de voir un paysage, par exemple, en hiver avec la fumée qui sort là, des édifices. C'est quand même très beau. Évidemment, bien, c'est une vue imprenable sur le centre-ville et toute la rive sud. Évidemment, on voit aussi une partie de l'est de Montréalais. Donc, c'est un rendez-vous idéal, en fait, pour les gens qui veulent sortir en famille, en amoureux. On y va toujours. C'est ce que j'appelle, moi, une oasis de verdure en pleine ville. C'est à redécouvrir absolument cette attraction. Et maintenant, un peu plus dans la ville, est-ce que tu es monté en haut du sommet de la place Ville-Marie? Ah, spectaculaire. Vraiment. J'en doute pas. C'est l'angle urbain par excellence. On voit vraiment tous les édifices du centre-ville. Ça aussi, c'est ouvert toute l'année. Ça culmine à 185 mètres. Et ça aussi, c'est gratuit toute l'année? Non, c'est payant, malheureusement. Il faut payer pour entrer. Mais aussi, on trouve sur le site un restaurant. En fait, c'est le plus haut restaurant de Montréal. Ça doit être intéressant pour la vue quand même. Oui, et avec un nom très rigolo, Les Enfants Terribles. Donc, oui, voilà. Ça, j'ai envie d'aller l'essayer. Oui, tout à fait. Alors, et aussi, toute l'année, comme par exemple, on trouve des activités du yoga, tous les jours. Et as-tu la curiosité de monter sur la Grande Roue?
Oui, Carla, la Grande Roue est située sur l'île Bon-Secours, dans le Vieux-Port de Montréal, et elle culmine à plus de 60 mètres. Et elle offre une vue à 360 degrés. C'est vraiment une vue insaisissable là, sur le centre-ville. C'est ouvert toute l'année, beau temps, mauvais temps. Les cabines sont climatisées et chauffées, selon la saison. Et on peut monter à combien dans une cabine? On peut monter jusqu'à 8 personnes. Et fait intéressant, c'est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ah, ça, c'est bien, parce que les autres sommets dont tu nous as parlé, ils ne sont pas tous accessibles? Ils ne sont pas tous accessibles, effectivement. Donc, on parle ici de 42 cabines. Évidemment, c'est une activité payante. Cette fois-ci, c'était sûr. On s'y attendait. Donc, on trouve dans ces cabines, sont équipées de moniteurs, de télé. Les gens c'est vraiment très confortable. Ah oui? Et une cabine VIP, le grand luxe, un plancher de verre. Un plancher de verre? Oui, madame. Alors, moi, si j'ai le vertige, impossible d'y aller. Non, mais ceux qui n'ont pas le vertige peuvent en profiter pour y aller. Donc, c'est vraiment une activité ludique qu'on peut faire à Montréal. Et elle va rester tout le temps ou c'est que pour le 375e anniversaire? Non, c'est tout le temps. C'est une nouvelle attraction touristique qui est là pour tout le temps, là. Oui. Et du coup, est-ce que c'est le point le plus haut pour visiter Montréal ou on peut aller encore plus haut? Encore plus haut? Que dirais-tu d'un tour d'hélicoptère? Ah, ça j'adore! Un tour d'hélico, c'est où, c'est par où? Tout à fait. C'est un peu plus cher. C'est pas accessible en transport en commun. On s'entend parce qu'on doit partir de la banlieue pour venir à Montréal en hélicoptère, mais je crois que ça vaut le déplacement. Ça a l'air plus compliqué, mais j'adhère complètement. Compliqué, un peu plus coûteux, évidemment, comme je disais, mais en même temps, ça peut durer environ 20 minutes, le tour d'hélicoptère, et il y a même des forfaits qui vont offrir aux gens de piloter l'appareil avec le pilote professionnel. Donc, merci Simon pour ces paysages incroyables. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Et on vous dit à bientôt pour de nouveaux épisodes.